Ce texte, je dirais, là, j'appellerais pas ça une conférence, mais disons que je viens ici un peu témoigner de ma rencontre avec Joyce Mansour. Et puis en même temps, j'ai choisi ce titre-là qui parle de ces vers que je vais répéter, de la solitude. Donc de cette solitude de Joyce Mansour, dans ce qu'elle a vécu à son époque, de son œuvre aussi, et de ma propre solitude par rapport à l'œuvre aussi de Mansour. Et puis faire des connexions avec le Québec. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a des liens à faire avec des écrivaines ici au Québec? Pour aujourd'hui, j'avais le goût d'explorer cet aspect-là, puis aussi d'entrer, évidemment, dans son œuvre de façon très, très personnelle. Dans le charnier de l'œuvre de Joyce Mansour, je suis moi-même, je suis l'ennemi, seul. Alors, je voudrais dédier cette petite intervention à mon ami décédé en décembre 2021, Mona Latif Gatas, qui est aussi d'origine égyptienne. Alors, au titre évocateur qui chapeaute cette journée d'études sur Joyce Mansour, j'ai voulu, dans l'intitulé de cette intervention, ajouter ces vers de la poète qui traduisent son combat en littérature, que je m'approprie. Je suis moi-même, je suis l'ennemi, seul. Dans son charnier, pêle-mêle, s'entassent les décombres d'un passé qui ne cesse de revenir, faisant du présent de l'écriture une chambre d'écho. Ombre vampirique, spectre laissé sans sépulture. Quand on m'a demandé d'ouvrir cette rencontre, j'ai tout de suite dit à Silvano Santini que je n'étais pas une spécialiste de l'œuvre de Mansour, seulement une lectrice amoureuse, admirative et assidue de ses écrits. Ma découverte de cette égérie écrivaine n'est pas le fruit du hasard objectif, même si la lecture de son œuvre a provoqué chez moi un choc et une étincelle créatrice, venue me sortir d'un purgatoire qui a bien failli mettre un terme à ma carrière d'écrivaine. Je sais d'expérience qu'on accède aux morts en pénétrant dans un mausolée de poèmes, d'objets, de cercueils. On procède à tâtons. Il faut trouver un équilibre entre l'implication et le détachement. Pour débuter cette incursion, j'ai campé mon icône dans un décor inspiré des éléments biographiques qui l'ont fictionnalisé et médiatisé. Contrairement à ses contemporaines comme Sylvia Plath, Unica Zurne, pour ne nommer que celle-ci, et plus proche de nous, Huguette Gaulin. J'y reviendrai plus tard. Mansour ne fait pas partie de cette lignée des écrivaines suicidées, ce que j'appelle les blondes littéraires, entre guillemets, qu'on préfère silencieuses, même si la mort dans son œuvre est un moteur puissant de création. Une luciole ingouvernable. Mansour procède autrement, bien avant d'autres, à une réappropriation du territoire mortuaire. Les fantômes prennent des formes étonnantes, projetées la plupart du temps dans des œuvres picturales qui ne sont pas les siennes, contrairement par exemple à Léonore Fini, avec lesquelles elle entre en dialogue. Je me suis toujours demandé si cette pratique n'était pas un subterfuge pour résister et accentuer l'illisibilité supposée de ces textes. L'autrice et le personnage de l'autrice projettent des identités imaginaires. Elle y met tout, une âme lucide et souffrante se dissimulant dans un autre, le grand jeu mondain du désastre intérieur. À partir de ses vies, elle construit un personnage qui soit le plus proche d'elle-même, oscillant entre la reine du Nil et Juliette Gréco, la chanteuse culte des existentialistes. Elle apparaît avec aplomb sur des photos, seule ou en compagnie des membres du groupe surréaliste, dans des cafés, des restaurants célèbres, sur la scène d'un théâtre avec le pape du nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, dans un congrès à Cuba
avec l'écrivain Louis-René Desforêts. Je les ai consultés et scrutés maintes et maintes fois en tentant d'inventer un personnage qui soit le plus proche d'elle-même. Comme vont l'illustrer ces prolégomènes, j'éviterai de proposer un itinéraire pour entrer dans les textes de Mansour. Je souhaite d'abord faire coïncider la trame narrative et autobiographique de ses poèmes à la trame de ma vie. Son projet littéraire emprunte souvent la double voie de l'écriture et de l'expression artistique chez les autres, une parole partagée sur l'origine et l'ordre du monde. Au début des années 2000, je découvre Mansour, dont l'œuvre complète a été réunie chez Actes Sud en 1991. Pendant l'écriture du manuel de poétique à l'intention des jeunes filles, en 2010, j'écris un poème à son sujet, Joyce Mansour, surréaliste et reine d'Égypte. J'en suis au début de ma découverte. Après la lecture de mon manuscrit, mon éditeur, François Hébert, me demande qui elle est. Il essaie sans succès d'accéder à son œuvre. Les éditions des livres de Mansour se vendent à prix d'or et sont réservées aux collectionneurs. Mon intention, à l'époque, est de réunir dans une section intitulée « Les pieuses domestiques » les femmes que l'institution préfère ignorer ou sacrifier de peur qu'elle les contamine. En 2014, un ami me donne un cadeau d'anniversaire. Voilà. L'édition originale du recueil Déchirure, paru aux éditions de Minuit en 1955, avec un encart publicitaire et une photo de la poète. Je ne sais vraiment pas d'où ça sort, mais en tout cas, il y avait ça dans le livre. Un bijou rare abandonné dans un coffre sur les internets. À l'invitation du FIL, Festival international de littérature, en 2013, j'écris un texte miroir pour célébrer la Dame noire de l'Orient dans un spectacle intitulé « Rose au cœur violet » qui sera joué sur la scène du Lion d'Or par la comédienne Violette Chauveau. En fait, je ne trouve rien d'exotique dans ses écrits. La langue m'est familière, loin des images éculées, son bestiaire me réjouit. Mon Orient noir, ma Joyce Mansour. Elle s'appelle Joyce Patricia Hadès, jeune fille de bonne famille, née en Angleterre, élevée en Égypte, coureuse de fond, athlète de saut en hauteur, déjà fluide et aérienne avec son profil d'oiseau. Ophélie noire, elle court sur les eaux du Nil avec les cadavres qui flottent autour d'elle. Des plumes d'oiseaux rapaces se mêlent à ses cheveux, anthracite, quand elle s'élance dans ses longues chevauchées au cœur du désert. Puis, l'étrange demoiselle change de nom et de corps. Elle quitte sa vie végétale, faite de souvenirs cruels et de crabes, pour une existence moins délétère, entre rêve et réalité. Que ton réveil soit de rose, dit le fossoyeur. Tu te nommes Joyce Mansour, tu écris tes premiers poèmes en français. Né dans une langue, tu choisis d'écrire dans une autre. Ainsi, la métamorphose a lieu. Furieuse et échevelée, tu parcours désormais ton territoire intérieur et hideux, sale, gorgé de sang, avec ton cortège d'animaux. L'archéologie de ton savoir n'a d'égal que tes secrets et tes déshabillés de chair. Les mots de ton corps sont criés, vociférés. La mort de ton premier amour, ta mère emportée trop vite, ton Égypte abandonnée malgré toi, ce fil que tu dévides entre poésie et narration. Tous les yeux sont tournés vers toi. André Breton te baptise la tubéreuse enfant du conte oriental. J'aime, madame, le parfum ultra noir de vos poèmes, t'écrit-il dans la première lettre qu'il t'adresse. Sulfureuse étoile, tu racontes des histoires de femmes à barbe,
d'ogresses qui laissent une brume jaunâtre autour d'elles quand elles font l'amour. Ta langue organique, viscérale, crache un poison fatal. Personne ne sort intact de tes vers. Ton père te demande pourquoi tu n'écris pas sur les abeilles et les fleurs. Ton bestiaire est différent, c'est la voix d'une autre en toi. Tu préfères les entrailles de mouton, les crapauds et les hiboux. Ces choses, tu les sens, tu les portes en toi comme des bijoux noirs et les transformes en poèmes que tu ranges dans tes boîtes de cigares. Le cigare, ton 11e doigt, dis-tu. Peut-être celui qui te mène à l'illumination dont parle ton maître et qui n'a d'autre fin que le livre total auquel tu aspires. Notre rencontre a lieu durant cet hiver sans neige au ciel bas. Les étoiles sont mortes, étouffées dans mon alcôve. Une veillée funèbre comme je les aime, durant laquelle je piège mes démons et approfondis ma théorie sur le cannibalisme. Mon tableau de chasse est un vaste corpus rageur sur lequel sont exposés de petits totems, instruments de mes exorcismes quotidiens. Je découvre, par le hasard objectif, que nous sommes des jumelles cosmiques, nées toutes les deux le 25 juillet. Toi, l'égérie, moi, la personne qui manque à l'appel. Je te lis, laissant derrière moi les mots tels que je les connais depuis ma première naissance. Je suis à la veille de changer de peau. J'entre dans la chambre de création avec mon hachoir, ma préparation de liquide et mon programme poétique calqué sur le tien. Tout est en place pour la cérémonie. Pour commencer, tu m'invites à passer la nuit dans ta bouche, là, sur le canapé parsemé de pilules. Mais c'est la saison entière que je passe avec toi dans un lit d'impatiente immortelle aux bouches carnivores, les jambes arc-boutées jusqu'au ciel, feignant grâce et provocation. Puis je lis ta petite annonce parue dans François. Cherche rêve pour collection. Au début, je n'avais aucun désir d'y répondre, de te confier mes chimères. Je m'occupais à fermer des portes derrière moi. J'étais morte depuis longtemps. Seul restait mon joli squelette. Je n'avais ni père ni mère, que la pensée ancienne de mon corps illustrée sur mes os. Avec tes poèmes, tu m'enseignes la science exacte des images et du rêve. Ainsi, je tapisse les murs de ma chambre en y exposant tes mots, lexique d'organes lisses et poivrés. Le merveilleux quotidien revient me hanter. Le matin, je me vais de restes d'animaux, bouclier tombé de tes poèmes. Je médite sur tes histoires nocives et convoque un à un tes personnages. Ta part de sable jamais oubliée, ton désert au cœur duquel les momies s'accouplent avec les singes. Aujourd'hui, j'ai l'âge de ta mort, un ange noir passe, il est dans la peau d'André Breton et s'en amuse. Je suis à ton chevet avec les tiens, tu me chuchotes que nul ne connaît le visage de la mort. C'est le mien que je vois en te regardant partir dans un rituel accompagné de chants rauques. J'ai l'espoir d'atteindre ta perfection si je renais à Sodome d'une vache et d'un fossoyeur. Tu nous quittes pour tes chimères, tes enfants cruels et tes femmes viriles qui t'attendent au paradis des chiens. Je suis assise devant le lit cassé, tandis que je te veille, j'illustre ton agonie par la pensée de mes poèmes. J'en fais un florilège macabre destiné aux couples parricides. Je convoque tes objets méchants, clous, épingles et barbelés, fabriqués avec soin, petits cercueils en écho à ta poésie. Toutes les deux, nous entrons, nous perdons pied. Alors, comme je disais en introduction,
J'ai essayé de construire une généalogie littéraire à partir de mes lectures, mes connaissances, mes obsessions. Alors, que représente Joyce Mansour pour sa descendance d'ici et d'ailleurs? Certes, la réception de son travail est à l'image de sa présence au cœur de la troisième vague du surréalisme. L'autonomie de son œuvre tient à cette appartenance à un courant, à une famille, une confrérie littéraire, si c'est serré, à la limite étouffante. Des années plus tard, la prise en charge par sa belle-fille, Marie-Francine Mansour, de sa biographie, l'exposition au musée du Quai Branly en 2014-2015 révélera au grand public sa passion pour les corps désarticulés, les cadavres exquis qu'elle réanime dans ses collections. La republication de ses œuvres complètes d'abord chez Actes Sud, rapidement épuisée, ensuite chez l'éditeur Michel de Maulle, joue sur cette représentation de l'impossible. L'inaccessibilité périodique à l'œuvre contribue à sa mythification. De plus, comme l'ont signalé plusieurs critiques dans des comptes rendus, ces rééditions souffrent d'une absence criante d'appareil critique. Les beaux livres qui les mettent en valeur occultent cet aspect, une réalité fort troublante. Même après sa mort, Mansour fait figure de dame excentrique qui consacre sa vie à des mondanités, à tenir salon, à chiner des objets en compagnie de son mentor André Breton, œuvres d'art qui composeront, surtout vers la fin de sa vie, un bestiaire semblable à celui élaboré dans son écriture. Elle est souvent représentée, comme je le disais, comme une mondaine qui côtoie des écrivains célèbres dans des endroits fréquentés par des acteurs importants du milieu littéraire, une image qui contraste avec son écriture incarnée dans la monstruosité. La monstruosité, la mort et son cortège. D'une vie surréaliste mondaine, relatée par sa belle-fille, aux commentaires de Xavier Gauthier, autrice de l'essai Surréalisme et sexualité, selon elle, Mansour aurait reconduit les clichés féminins du surréalisme par la représentation de la violence sexuelle. Il y a une œuvre des plus résistantes de la littérature francophone, l'une de celles qui illustre le mieux la nécessité d'une réception lente, discrète, détournée du texte littéraire. Avant même mon entrée en littérature, ça fait quand même longtemps, je me suis interrogée sur les femmes qui, non satisfaites d'aimer des poètes, avaient voulu abandonner les fonctions de muse, de modèle ou d'épouse pour devenir elles-mêmes poètes et s'affranchir. Le cas de Joyce Mansour est quand même une occasion rêvée d'y réfléchir. La femme surréaliste a de multiples visages. Elle a une sexualité exacerbée qui transparaît dans sa pratique artistique, est femme-objet ou l'enfant tubéreuse du conte oriental. Sinon, la muse qui, sous la bienveillance de son mentor et ami André Breton, forme un couple littéraire. Mansour écrit en totale liberté. L'intérêt que lui porte Breton la chosifie, tout en lui accordant une place privilégiée dans le dernier convoi surréaliste. Après la mort de son mentor et ami avec qui elle formait ce couple, elle continue de se consacrer à ses collections. La constance avec laquelle les écrits de Mansour suscitent une forme de désintérêt s'explique en partie par le manque d'outils pour en analyser l'impact. C'est à ce prix jusqu'à sa mort qu'elle sera confrontée et qui contribue justement à faire mentir tout ce dont je parlais sur l'inaccessibilité, sur l'impossibilité de critiquer ces textes, d'entrer dans ces textes. Bref, on peut affirmer que son œuvre, même son intérêt pour les œuvres d'art et sa propre pratique qui consiste à créer vers la fin des poupées cloutées qui rappellent parfois celles de Hans Bellmer, prolongeant son exploration de la relation entre corps féminin et langage, bien avant qu'Hélène Cixous, dans ses essais, parlera de la notion d'écriture féminine.
Et si finalement cette œuvre dans laquelle, je cite Mansour, « J'essaie toujours, sans jamais y croire toutefois, je ne suis pas dupe, non, j'essaie, voilà tout. » Avec Mansour, l'esprit ne se défend pas sur le plan théorique et ne s'y explique pas non plus. De telles constatations nous amènent à penser, comme d'autres qui se sont approchés de son œuvre, que l'intensité du destin mélancolique et du désir qui habite Mansour dans ses écrits, qui éclaire son œuvre si singulière. On y retrouve, convoquées par sa voix lyrique, les figures décisives sur lesquelles se déploiera sa vie par la suite. En général, son œuvre est validée par des hommes. Breton, le premier, suivi de d'autres membres influents du groupe, peintres et écrivains, et comme je le disais précédemment, par sa famille, belle-fille, mari, etc. Il y a un angle mort dans son écriture. Son arrivée tardive dans le groupe l'aurait en quelque sorte marginalisé. Malgré la rareté des critiques entourant son œuvre, entre parenthèses, on cherche davantage à la faire connaître et à diffuser ses œuvres épuisées, ce silence est toutefois un jugement sur son œuvre. Il est vrai que son travail détonne. Et notons que la poésie des femmes en France est assez mal reçue. Le sort réservé à Mansour est aussi celui réservé aux autres femmes qui ont côtoyé les surréalistes. Elles sont souvent étrangères, donc elles ne sont pas d'origine française, moins menaçantes, j'imagine, pour le groupe. Leur langue maternelle, souvent, n'est pas le français. Bon, je pense ici à Leonora Carrington, par exemple. Dès l'âge de 20 ans, vers la fin des années 70, j'ai commencé à fréquenter le groupe des Herbes Rouges. Ce n'est pas tant le formalisme de certains auteurs, certaines autrices qui m'intéresse. Je lis avec intérêt les automatistes redécouverts, d'abord publiés dans la revue, ensuite réédités aux éditions sous le titre « Imaginaire surréaliste ». Michel Drouin, qui a été dans l'entourage de Mansour, comme Mimi Parent, Thérèse Renaud, Suzanne Meloche sont réédités dans la revue des Herbes. Comme le souligne François Charon dans sa postface à Imaginaire surréaliste, une sagesse érotique à conquérir marquera de façon insistante les recueils de Thérèse Renaud, Suzanne Meloche, Michel Drouin et Micheline Sainte-Marie. Et ce n'est peut-être pas si l'animalité précieuse est endossée par 4 écrivaines. Leurs dissidences farouches feront voler en éclats l'image traditionnelle qui réduit la femme à son rôle d'épouse et de mère sans prénom. Bon, là, on se rapporte là, à l'époque du refus global, là, dans les années 40, c'est pas la semaine dernière. Je retiens le travail animalier de Thérèse Renaud, une des signataires du refus global. L'abeille désire, un texte de Thérèse Renaud, à l'instar des proses de Mansour, à travers une pléiade de métamorphoses où les règnes humain, animal, végétal et animal s'interpénètrent. Le texte fait référence au conte de Perrault, Le Petit Poucet. Il est par ailleurs fascinant de comprendre que les deux écrivaines utilisent cette forme narrative, Mansour et Renaud, pour exprimer sensualité et imaginaire. À travers cette pratique échevelée de l'écriture se trouve le gage d'une existence transformée. Dans la même lignée, quelques années plus tard, Huguette Gaulin, dont le destin tragique en fera une poète culte, se prolonge dans l'aventure surréaliste automatiste. Oui, il y a du surréalisme chez Gaulin, et non pas au sens de l'idéologie d'André Breton. Il prend le risque de faire circuler entre peu de mots et de morts et de problématiser le texte dans son rapport au corps. La poète, Huguette Gaulin, dédie son livre « Lecture en vélocipède », paru en 1972, après sa mort, à Anne Hébert. Comme elle reprend certains des éléments symboliques religieux qui structurent l'œuvre hébertienne. En faisant des recherches, en relisant plusieurs articles, je suis tombée sur ceci. Alors, Emily Morehouse écrit en 2019 un article «
Translating Desire, The Erotic Macabre Poetry of Joyce Mansour, dans le magazine littéraire en ligne de Rumpus, qui publie de la création et des critiques, au sujet de son expérience de traduction des poèmes de Mansour dans un atelier auquel elle assiste alors que le mouvement MeToo devient viral. On est en 2019. Là. Elle déplore, comme d'autres, dont c'est une jeune femme, l'ont fait avant elle, comme cet article de 1966, Not in the Reviews, paru dans la revue Books Abroad, que la poète n'ait pas été reconnue justement à sa juste valeur. À cette époque, Mansour est toujours active. Je parle de 1966. Son œuvre audacieuse qui confronte désir, sexualité et mort dérange et brise encore les tabous, échappe au discours critique, encore une fois. Nous sommes ici aujourd'hui pour en rendre compte. En poursuivant la lecture de cet article d'Emily Morehouse, je découvre avec ravissement que la jeune traductrice fait référence à l'exil d'Anne Hébert à Paris. Cette autrice, qui met à l'avant-plan dans ses ouvrages le désir féminin, comme on sait, ne peut créer dans les conditions qu'on lui impose au Québec à cette époque. Loin d'idéaliser la France, Morehouse rappelle que la misogynie de ces institutions et convoque des écrivaines comme Renée Vivian, Colette ou Beauvoir pour en témoigner. Dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que Mansour et Hébert, notons que cet exil est révélateur d'un besoin de changer d'identité ou du moins d'en inventer une autre. L'écrivaine exilée en France n'a de cesse de convoquer ce dont elle s'est éloignée, car de Paris, Anne Hébert reconstitue sa mythologie dans des œuvres qui seront marquantes. Pour la jeune anglophone, la lecture des poèmes de Mansour se réalise dans l'acte de traduction. J'avoue que cette comparaison me conforte. Elle nous rappelle que l'œuvre de Mansour procède à une réécriture du rôle des déesses qui hantent son inconscient, détourne dans ses écrits les mythes fondateurs de sa culture d'origine. Le conte, le travail du merveilleux, si cher aux surréalistes, contribue à sa marginalité, de même que la pratique du vers libre et de l'image. Elle exprime et convoque les défunts à l'origine de sa création. C'est à la convergence de ces hybridités que les traumas inaugurent un temps autre dans l'écriture. Alors, dans un article consacré à Joyce Mansour et à André Chédid, écho de la mythologie égyptienne dans l'œuvre de deux écrivaines d'Égypte de langue française, Maria Francesca Rondinelli montre que les deux écrivaines d'expression française partagent dans leurs œuvres des échos de la mythologie égyptienne. Son hypothèse de travail, ces femmes se tournent vers les mythes de leur Égypte natale pour faire face à l'angoisse existentielle. Parce que la mort, dans ce contexte, n'est pas considérée comme une fin en soi, elle nous fait signe, nous fait souvenir qu'il est possible de transiter vers une autre réalité, un exil redoublé. Dans ces allers-retours entre les continents, on pourrait affirmer que Nadine El-Taïf, autrice de Les Métamorphoses d'Ishtar, paru chez Guernica en 1988, Anne-Marie Alonso, autrice de Écoute Sultane, paru à l'Hexagone en 1987, Mona Latif Ghattas, Nicolas, le fils du Nil, publié en 1985, ont aussi des liens avec Mansour. Bien qu'elles aient été considérées au Québec dans le champ très restrictif des écrivaines migrantes, elles ont travaillé ces figures, chacune à leur manière. Pour sa part, Mona Latif Ghattas quitte l'Égypte pour les mêmes raisons que Mansour. Mona Latif Ghattas est née en 1945. Elle est issue, comme Mansour, d'une minorité religieuse, donc les chrétiennes coptes. Elle vient de milieux privilégiés. Elle a quitté l'Égypte comme d'autres familles françaises et anglaises. Sa passion, elle est très argentée, disons, comme Mansour, c'est assez frappant. Et donc sa passion pour la musique
et les arts l'amèneront inévitablement au mécénat, surtout par rapport à l'Orchestre symphonique de Montréal. La distance entre les deux écrivaines est grande, entre Mansour et Mona Latil-Gattaz. Mona Latil-Gattaz s'inscrit dès son arrivée en littérature et fait résonner de manière très différente le cri ancestral de la douleur et du deuil. Quand elle évoque la mort de son père dans Nicolas, le fils du Nil, elle privilégie l'enfance par une attirance qui rappelle les commencements. Elle a lu Mansour, elle m'en avait parlé, et Anne Hébert, avec qui elle va tisser des liens. Dès son arrivée à Montréal, par l'entremise de l'écrivaine Monique Bosco, aussi exilée, dont elle a suivi les cours à l'Université de Montréal. Alors, je lis un extrait d'un poème que Mona Latil-Gattaz a publié au Norrois qui s'appelle « Un moment âme », donc qui réfère à Anne Hébert. « Un matin d'arrivée dans mon pays, j'ai écarté la pierre du tombeau des rois. Dans les plis de ces pages, aucun cadavre ne gisait. Aucun roi embaumé n'étalait sa prestance. Des mots cristallins dansaient entre les lignes, mots luxuriants pour réjouir, étancher le cœur désert et délier la plume de qui en tenait une, entre ses doigts figés. » Mona Latil-Gattaz au sujet d'Anne Hébert. Alors, c'est tout un détour que je fais, mais c'est vraiment pour tisser des liens entre, comme je le disais au début, quelqu'un qu'on se croit seul ou on croit que Mansour est seul, et non, c'est faux. Pour terminer, avant de fermer les yeux de celle qui écrit, je cite Mansour, « Je me formulais en anglais mon dégoût subi du vol projeté. » Mansour écrit en français avec un phrasé anglais. J'aimerais dire quelques mots au sujet de ce livre des morts. Quelque chose transparaît, la difficulté de la mélancolie noire, la quasi-impossibilité de s'y arracher parce qu'elle est reliée au corps de la mère. Comme l'a souligné Stéphanie Caron dans son ouvrage « Réinventer le lyrisme », Mansour se métamorphose constamment à ce qu'elle gagne en maturité et qu'elle se détache de ce carcan dans lequel le mouvement l'avait enfermée. Durant les années qui précèdent sa mort déjà annoncée, elle qui nous parlait toujours en secret, se dévoilant à travers ses monstres, quelque chose de la mélancolie transparaît. Alors je lis les premiers vers de Trou noir. Nommer une blessure avant qu'elle ne suppure, nommer l'infamie rose sous ses dentelles. Comme son titre l'indique, Trou noir, le dernier titre, le testament écrit à la veille de sa mort, elle qui l'a toujours côtoyé en la repoussant par les images puissantes, la dislocation des corps et la violence du verbe, est une suite dépouillée, écrite à l'origine entre poésie et narration. Il est par ailleurs difficile de mesurer à sa juste valeur le dialogue qu'elle entretient avec le plasticien. Comme à son habitude, les œuvres d'art demeurent des écrans à partir desquels Mansour continue, malgré elle, de se révéler. Malheureusement, on n'a pas dans les rééditions, c'est absent tout ça, donc en tout cas, moi je trouve qu'il manque beaucoup parce qu'on ne peut pas voir, même si on va sur Internet, tout ça, on ne peut pas tout voir. Elle fait bouger les frontières et résonner les œuvres des autres dans ses écrits. Elle ouvre l'espace livresque à l'espace pictural, l'utilise comme un déclencheur, comme elle l'a fait à plusieurs reprises durant sa carrière. Je me suis toujours demandé, malgré que cette pratique était commune dans l'esprit surréaliste, si ce n'était pas une autre manière pour elle de légitimer son travail par un plasticien, par un peintre. Alors, Gerardo Chavez, peintre d'origine péruvienne, associé au mouvement surréaliste, membre d'un important groupe d'artistes, exilé comme Mansour, chouchou des surréalistes, c'est lui qui illustre en quelque sorte ce dernier livre. Les collaborations avec des artistes proches de son univers sont légion. Un premier accord, une complicité qui vient bien au-delà de la simple illustration. Les images in absentia, dans les deux rééditions, nous privent d'une partie importante du travail de la poète.
Ponctuées par le silence, les dernières années n'en sont pas moins celles de la lucidité et de l'épure. Cette suite en témoigne. Disposée en strophes, sans titre, les 13 poèmes révèlent l'expérience de sa propre mort à venir. La teneur autobiographique, si chère aux surréalistes, en est le fil rouge. Elle écrit « Faut-il respirer la mort pour guérir son esprit ?» L'abandon lointain, c'est-à-dire la mort de sa mère, de son jeune mari, etc., les mensonges de son mari qui va lui survivre, de ses pertes, de ses absences. Les hommes apparaissent intacts dans leur monstruosité. L'homme à la tête de crocodile, de crapaud, le centaure déchiqueté, le batelier fou, autant de figures hybrides ou recomposées, je cite, « attendant l'aube du matin qui ne poindra plus jamais. » Tel est leur châtiment, alors que leur proie leur échappe et regagne ses quartiers mortuaires. Cette poétique de la métamorphose du sujet lyrique métamorphique, je la saisis très bien. Les créatures dont les membres sont interchangeables forment la dernière chorale qui l'accompagne entre le monde et les dieux et les déesses du ciel. Les verbes, infinitifs, impératifs, les procédés anaphoriques contribuent à narrativiser, à délier le poème qui autrefois résistait à la lecture. Qu'ils te souviennent, répété comme une descente inéluctable, rappelant avec une nostalgie mansourienne, rompt avec le ton cruel des débuts. La rapidité et les images du rêve, ces deux constantes organisatrices du poème, se trouvent réunies dans l'expression finale, je cite, « comme deux chevaux de frise, heureux dans l'horreur, les morts passent leur chemin, débonnaire et la tête vide. » C'est la combinaison de ces deux séries qui fait de cette prose un poème, la qualité poétique du texte venant de cette tension créée par une non-réalité qui tout à coup devient réelle. C'est sur cet axe d'opposition que le poème se tend et que le nombre de configurations possibles de structures tendues va assurer l'unité et va représenter un travail d'écriture propre à chaque instant décisif. C'est au lecteur, à la lectrice, d'en découvrir les principes de tension. Trou noir constitue un testament. Débarrassé des oripeaux, la langue est franche, directe, autrement que dans les gisants satisfaits. Livre des débuts en prose, dans lequel elle consacre un chapitre, le cancer, au fantôme de sa mère. Je cite, « Pendant de longues années, je n'ai pas compris que cette femme était mourante. Il aura fallu tout un parcours d'écrivaine et autant de publications. Je pense aussi au récit Jules César en publiant 58 au sujet de la mort prématurée de son premier mari qui met un terme à sa jeunesse. C'est dans ce corps maternel qui donne d'infinies possibilités de création qu'elle se réfugie et qu'elle élabore le projet réel d'écriture. Je cite, « Depuis lors, je vis tranquillement avec ma douleur, ma langue enfin déliée et le petit crabe trouvé incompréhensiblement près du cadavre. Certains jours, j'ai l'impression qu'il me ressemble. » Le corps maternel est au cœur de l'œuvre de Joyce Mansour. C'est à partir de lui qu'elle se métamorphose et emprunte différentes identités. On sait désormais d'où vient la blessure qui condamne Mansour à errer sur terre comme une morte vivante.